Un homme avait tout réussi, mais se sentait mort à l'intérieur. Jusqu'au jour où son père mourant lui révéla l'existence d'une boîte mystérieuse cachée depuis des années, contenant un secret que sa mère avait préparé pour lui avant de partir, sachant qu'un jour, il en aurait désespérément besoin. Ce qu'il découvrit à l'intérieur changea tout. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, te sens-tu parfois vide malgré tout ce que tu possèdes? Cette histoire va te bouleverser. Alors, mets un like si tu veux découvrir ce qui se cachait dans cette boîte, abonne-toi pour ne rien manquer et active la cloche, parce que ce qui va suivre va complètement transformer ta vision du bonheur. Maintenant, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. La pluie tambourinait contre les grandes fenêtres de l'appartement parisien, créant une mélodie monotone qui semblait résonner avec le vide intérieur de Thomas Moreau. Assis à son bureau en acajou massif, entouré de diplômes encadrés et de photos de récompenses professionnelles, il contemplait l'écran de son ordinateur sans vraiment le voir. Les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués, des colonnes infinies de profits, de pertes, d'investissements, de projections. À 42 ans, Thomas avait tout ce qu'on pouvait désirer selon les standards de la réussite moderne. Directeur financier d'une grande banque d'investissement, il habitait un penthouse dans le 16e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel. Sa voiture allemande l'attendait au parking souterrain, sa montre suisse ornait son poignet, et son costume italien épousait parfaitement ses épaules. Pourtant, en ce dimanche pluvieux d'octobre, Thomas se sentait aussi vide qu'une cathédrale désertée. Son téléphone vibra. Encore un message de sa sœur Élise. Il l'ignora, comme les 10 précédents. Elle l'appelait chaque semaine depuis des mois, toujours pour la même raison. Leur père, Henri, qui vivait seul dans la maison familiale en Provence, commençait à montrer des signes de fragilité. « Il a besoin de toi, Thomas. Tu ne peux pas continuer à l'éviter », disait le dernier message vocal qu'il n'avait pas écouté jusqu'au bout. Thomas ferma les yeux. Des fragments de souvenirs surgissaient malgré lui. Son père, dans l'atelier de menuiserie, les mains tachées de sciure, souriant en lui montrant comment tenir un rabot, l'odeur du bois fraîchement coupé, le soleil de Provence filtrant à travers les volets, la voix douce de sa mère appelant pour le dîner, avant qu'elle ne parte, emportée par la maladie, quand Thomas avait 15 ans. Il secoua la tête pour chasser ces images. Cela faisait 5 ans qu'il n'était pas retourné à Roussillon, 5 ans depuis cette terrible dispute avec son père. « Tu gaspilles ton talent en poursuivant l'argent », lui avait dit Henri, la voix brisée par la déception. « Ta mère aurait voulu que tu sois heureux, pas riche. » Thomas était parti en claquant la porte, blessé, furieux. Comment son père, simple artisan, pouvait-il comprendre l'ambition, la réussite, le monde moderne? Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était le numéro de l'hôpital d'Avignon. Le cœur de Thomas manqua un battement. Avec des mains tremblantes, il décrocha. « Monsieur Moreau ? C'est le docteur Lavigne. Votre père a fait un malaise ce matin. Rien de grave pour l'instant, mais il demande à vous voir. Il répète votre nom sans cesse. » Le monde de Thomas bascula. 20 minutes plus tard, il jetait quelques affaires dans un sac, réservait un billet de TGV pour Avignon. 3 heures après, il roulait sur les routes sinueuses de Provence dans une voiture de location, le cœur battant la chamade, la bouche sèche. La maison familiale apparut au détour du chemin, baignée par la lumière dorée du crépuscule. Les murs ocres, les volets bleus délavés par le temps, le vieux figuier dans la cour. Tout était exactement comme dans ses souvenirs. Et pourtant tout semblait plus petit, plus fragile. La peinture s'écaillait, les tuiles manquaient par endroits. Le jardin que sa mère entretenait avec tant d'amour était envahi de mauvaises herbes. Thomas sortit de la voiture, les jambes tremblantes. L'air sentait le romarin et la lavande, mélangés à quelque chose de plus sombre, de plus ancien. L'odeur du temps qui passe. Sa sœur Élise apparut sur le seuil, les yeux rougis, les cheveux grisonnants attachés en chignon. Elle portait le tablier de leur mère. « Thomas » murmura-t-elle, et dans ce simple mot résonnaient 5 années de silence, de reproches non formulés, de chagrins partagés à distance. Ils ne s'étreignirent pas. Thomas hocha simplement la tête et entra dans la maison. L'intérieur était sombre, empli de cette odeur particulière des vieilles demeures provençales, un mélange de pierres fraîches, de bois anciens et de souvenirs. Sur les murs, les mêmes photos de famille qu'il avait fuies,
Son regard s'arrêta sur un cadre, lui, à 8 ans, tenant fièrement un petit tabouret qu'il avait fabriqué avec son père. Son sourire était si large qu'on pouvait compter toutes ses dents manquantes. « Il est dans sa chambre », dit Élise d'une voix neutre. « Les médecins disent que son cœur est fatigué, très fatigué. Il refuse de partir à l'hôpital tant qu'il ne t'aura pas parlé. » Thomas monta les escaliers de bois qui craquaient sous ses pas. Chaque marche était un retour en arrière, chaque grincement une note dans la symphonie de son enfance. La porte de la chambre parentale était entr'ouverte. Il prit une grande inspiration et entra. Henri Moreau était allongé dans le lit, si petit soudain, si frêle sous les couvertures que Thomas crut un instant qu'il s'était trompé de pièce. Ce n'était pas possible que cet homme aux cheveux blancs clairsemés, aux joues creuses, soit le Colas de son enfance, celui qui pouvait porter 2 planches de chêne sur ses épaules en sifflant une chanson. Les yeux d'Henri s'ouvrirent. Encore d'humble perçant malgré l'âge, ils se posèrent sur Thomas avec une intensité qui le cloua sur place. « Mon fils », murmura le vieil homme, et dans ces 2 mots, il n'y avait aucun reproche, seulement un amour infini qui brisa quelque chose dans la poitrine de Thomas. Thomas s'avança, les larmes brouillant sa vision. Il s'assit au bord du lit, incapable de parler, la gorge nouée par 5 ans de silence et de regret. La main noueuse de son père chercha la sienne et la serra faiblement. « J'ai attendu, » dit Henri, sa voix n'étant plus qu'un souffle. « J'ai quelque chose à te donner avant de partir, quelque chose que ta mère voulait que tu aies quand tu serais prêt. »« Papa, ne parle pas comme ça, tu vas... » »« Chut !» Le vieil homme sourit, un sourire triste et sage. Dans l'atelier, sous la 3e planche à partir du mur ouest, il y a une boîte. Va la chercher. Mais tu ne dois l'ouvrir qu'au moment où tu en auras vraiment besoin. Thomas voulut protester, dire qu'il ne comprenait pas, que tout cela pouvait attendre. Mais son père avait fermé les yeux, épuisé par l'effort. Sa respiration était légère, irrégulière. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il resta assis dans le salon, écoutant les bruits de la vieille maison, le vent dans les cyprès, le chant lointain des cigales. Et au petit matin, quand les premiers rayons du soleil percèrent les volets, il se leva et se dirigea vers l'atelier. La porte grinça en s'ouvrant. L'odeur du bois le frappa comme un poing au cœur. Tout était là, intact, les outils soigneusement rangés, les établis, les projets inachevés couverts de poussière. Il compta 3 planches à partir du mur ouest et s'agenouilla. Ses mains tremblaient lorsqu'il souleva la planche. Dans la cavité sombre se trouvait une petite boîte en bois de cerisier, finement sculptée avec des motifs de vigne et d'olivier. Il la prit délicatement, sentant le poids de quelque chose de précieux à l'intérieur. Il était sur le point de l'ouvrir quand la voix d'Élise résonna depuis la maison, déchirante. « Thomas, viens vite !» Il laissa tomber la boîte et courut vers la maison. Mais il était trop tard. Henri Moreau était parti, paisiblement, un sourire serein sur les lèvres, comme s'il avait enfin accompli sa dernière mission. Et Thomas, tenant la boîte mystérieuse contre sa poitrine, comprit que son véritable voyage ne faisait que commencer. Les jours suivant l'enterrement passèrent comme dans un brouillard. Thomas se retrouva prisonnier de la maison familiale, entouré de souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer pendant 5 ans. Élise s'occupait des formalités administratives avec une efficacité froide, à peine lui adressant la parole. Le silence entre eux était devenu un mur de briques, construit pierre par pierre au fil des années d'absence. La boîte en cerisier reposait sur la table de nuit, intacte. Thomas la regardait chaque soir avant de s'endormir, mais quelque chose l'empêchait de l'ouvrir. Les dernières paroles de son père résonnaient dans sa tête. « Tu ne dois l'ouvrir qu'au moment où tu en auras vraiment besoin. » En avait-il vraiment besoin maintenant, ou était simplement la curiosité qui le démangeait? Un matin, alors que le soleil inondait la cuisine de sa lumière dorée, Élise posa une tasse de café devant lui avec un bruit sec. « Tu vas rester combien de temps ?» Thomas leva les yeux, surpris par le ton direct. « Je ne sais pas. Le notaire doit encore... »« Le notaire peut envoyer les documents à Paris, coupa-t-elle. Tu as une vie là-bas, une vie importante, n'est-ce pas ?» L'amertume dans sa voix était palpable. « Élise, Tu n'étais pas là. Pendant 5 ans, tu n'étais pas là. Papa te demandait, Thomas. Chaque dimanche, il regardait l'allée, espérant te voir arriver. Il gardait ta chambre exactement comme tu l'avais laissée. Et moi, j'étais là, seul, à le regarder s'éteindre petit à petit, en espérant son fils. » Thomas sentit ses mains trembler. Je pensais qu'il me détestait après notre dispute.
Te détester? Élise eut un rire amer. Il t'aimait tellement que ça lui faisait mal de te voir te perdre. C'est différent. Elle se leva, essuya ses larmes avec le dos de la main. Il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer. Monsieur Olivier, le vieil ami papa. Il vient tous les jours depuis l'enterrement. Il t'attend à l'atelier. Thomas se leva, confus. Il prit la boîte en cerisier et se dirigea vers l'atelier, le cœur battant. L'odeur du bois l'enveloppa à nouveau, mais cette fois, elle était mélangée à celle du café frais et de la pipe. Un vieil homme était assis sur l'établi, les yeux fermés, respirant profondément. Il devait avoir près de 80 ans, le visage tanné par le soleil, les mains marquées par des décennies de travail manuel. À l'arrivée de Thomas, il ouvrit les yeux, d'un brun profond, chaleureux. « Tu es le fils d'Henri » dit-il simplement, comme si c'était une évidence. « Je m'appelle Olivier. Ton père et moi étions amis depuis l'enfance. »« Enchanté » murmura Thomas, mal à l'aise. Olivier sourit. « Tu as la boîte. Bien. Tu l'as ouverte ?»« Pas encore. Mon père a dit que je devais attendre d'en avoir vraiment besoin. » Sage décision. Le vieil homme descendit de l'établi avec une agilité surprenante. « Henri me parlait souvent de toi. Il était si fier, même quand il était déçu. » Déçu? Thomas sentit la colère monter. Il n'a jamais compris mes choix. Oh, il les comprenait très bien. Olivier s'approcha d'une fenêtre, regardant les collines de Provence au loin. C'est justement parce qu'il les comprenait qu'il avait peur pour toi. Ton père était un homme simple, Thomas, mais pas stupide. Il avait compris quelque chose que beaucoup de gens mettent une vie entière à comprendre. Quoi donc? Olivier se tourna vers lui, le regard pénétrant. Que le bonheur ne se mesure pas en chiffres, que les choses qui comptent vraiment n'ont pas de prix. Il te voyait construire une prison dorée autour de toi, et ça lui brisait le cœur. Thomas serra la boîte contre lui. « Vous ne me connaissez pas, vous ne savez rien de ma vie. »« C'est vrai, » admit Olivier calmement, « mais je connais ton regard. C'est le même que celui d'Henri quand ta mère est morte. Un regard vide, perdu. Il lui a fallu des années pour retrouver la lumière. Et tu sais ce qui l'a sauvé ?» Thomas secoua la tête, incapable de parler. « Toi, ta sœur, le bois, les levées de soleil, les repas simples, les conversations avec les voisins, les petites choses, Thomas. Les petites choses qui font les grandes vies. » Olivier posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Ta mère lui avait fait promettre de te protéger. Cette boîte, c'est sa façon de tenir sa promesse, même après sa mort. Je ne comprends pas. » « Tu comprendras, quand tu seras prêt. » Le vieil homme se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Henri m'a demandé de te dire quelque chose s'il partait avant ton retour. Il a dit « Dis à Thomas que je ne lui en ai jamais voulu. Dis-lui que l'amour n'a pas besoin de pardon, mais que le pardon ouvre les portes du bonheur. Tu comprends ?» Thomas sentit les larmes couler sur ses joues. Il hocha la tête, incapable de former des mots. Quand Olivier partit, Thomas resta seul dans l'atelier, tenant la boîte. Ses mains tremblaient. Lentement, il défit le petit loquet en cuivre. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite de la main de sa mère, datée d'1 mois avant sa mort, et quelque chose d'autre. Un petit carnet en cuir, rempli d'une écriture fine et régulière. Il déplia la lettre avec une révérence infinie. Les mots dansaient devant ses yeux mouillés de larmes. « Mon Thomas chéri, si tu lis ceci, c'est que ton père a jugé le moment venu. Je te connais, mon fils. Je sais que tu chercheras le bonheur là où il ne se trouve pas. Ce carnet contient les secrets d'une vie heureuse, mais tu ne pourras les comprendre qu'en les vivant. Promets-moi de les suivre, même si cela te semble insensé. Promets-moi de chercher la lumière. Je t'aime. Pour toujours. Maman. » Thomas ouvrit le carnet. Sur la première page, une seule phrase était écrite. Leçon 1. Le bonheur commence quand on cesse de fuir. Et en dessous, une liste de 7 adresses en Provence, chacune accompagnée d'un nom et d'une instruction mystérieuse. Thomas passa la nuit à étudier le carnet. 7 adresses. 7 personnes. 7 leçons que sa mère avait soigneusement préparées pour lui, sachant qu'un jour il en aurait besoin.
La première adresse le mena à une petite ferme aux abords de Gordes, chez une femme nommée Madame Beaumont. Elle l'accueillit comme si elle l'attendait depuis toujours. « Tu as les yeux de Claire, dit-elle simplement, parlant de sa mère. « Entre, j'ai préparé du thé. » Dans sa cuisine rustique, entourée de pots de confiture et de bouquets de lavande séchée, Madame Beaumont raconta comment sa mère l'avait aidée après la mort de son mari. Elle venait chaque semaine, simplement pour écouter. Elle ne donnait pas de conseils, ne jugeait pas. Elle était juste présente. La première leçon, dit la vieille dame en versant le thé, c'est la présence. Être vraiment là pour quelqu'un. Pas avec ton téléphone, pas avec ta tête ailleurs. Vraiment là. Elle le regarda intensément. Quand as-tu été vraiment présent pour la dernière fois, Thomas ? La question le frappa comme une gifle. Il pensa à ses réunions où il répondait à des emails en écoutant d'une oreille, à ses dîners d'affaires où il calculait déjà la prochaine transaction. Même avec son père, lors de leur dernière rencontre, il n'avait pas vraiment écouté. « Jamais », murmura-t-il, la honte lui serrant la gorge. Les jours suivants, Thomas suivit les autres adresses. Un vieux médecin lui parla du don sans attendre de retour. Une institutrice à la retraite lui enseigna l'importance de la gratitude quotidienne. Un fermier lui montra la beauté du travail manuel et de la connexion à la terre. Chaque rencontre était une pierre ajoutée à un édifice qu'il commençait à peine à entrevoir. Mais c'est la 5e adresse qui changea tout. Elle menait à un petit appartement à Avignon, chez un homme nommé Jean-Marc Roussel. Quand la porte s'ouvrit, Thomas resta figé. L'homme devant lui avait son âge, peut-être un peu plus jeune. Il était en fauteuil roulant, le visage marqué par la souffrance. Mais ses yeux brillaient d'une lumière paisible. « Thomas Moreau, dit Jean-Marc avec un sourire triste, je me demandais quand tu viendrais. Vous me connaissez ? Pas personnellement, mais ta mère m'a sauvé la vie il y a 15 ans, après mon accident. Il fit rouler son fauteuil vers le salon. J'étais exactement comme toi. Cadre ambitieux, travaillant 80 heures par semaine, courant après l'argent et le prestige. Puis un jour, accident de voiture. Tout s'est arrêté. Thomas s'assit, mal à l'aise. Jean-Marc continua. Les premiers mois, je voulais mourir. J'avais tout perdu. Ma mobilité, ma carrière, ma fiancée qui n'a pas supporté. Ta mère venait me voir à l'hôpital. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Jean-Marc, tu n'as pas perdu ta vie, tu as perdu ta prison. Maintenant, tu peux enfin vivre. Je ne comprends pas, dit Thomas, la voix tremblante. Non, pas encore. Jean-Marc se dirigea vers une fenêtre donnant sur une petite cour intérieure. Regarde, j'ai un jardin maintenant. Je peins, j'écris, je passe mes journées avec ma fille que j'avais à peine vue grandir avant. Je ris, je pleure, je vis vraiment. Il se tourna vers Thomas. Avant, j'existais. Maintenant, je vis. Tu comprends la différence ? Thomas sentit quelque chose se briser en lui. Je gagne plus en un mois que mon père en gagnait en un an. J'ai tout ce qu'on peut désirer, mais je me sens mort à l'intérieur. Alors, tu es exactement où tu dois être, dit Jean-Marc doucement. Au fond du trou. C'est seulement quand on touche le fond qu'on peut commencer à remonter. Ce soir-là, Thomas retourna à la maison familiale complètement brisé. Il trouva Élise dans le jardin, arrachant les mauvaises herbes autour des plants de tomates. Sans un mot, il s'agenouilla à côté d'elle et commença à l'aider. « Tu ne vas pas salir ton costume ?» dit-elle avec ironie. « Je m'en fiche » murmura Thomas. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, il s'en fichait vraiment. Ils travaillèrent en silence pendant 1 heure. Puis, les mains dans la terre, Thomas se mit à pleurer. Pas des larmes discrètes, mais des sanglots profonds, viscéraux, comme s'il purgeait des années de douleurs accumulées. Élise posa sa main sur son épaule. « Bienvenue à la maison, petit frère », dit-elle simplement. Cette nuit-là, Thomas ouvrit son ordinateur portable. Il regarda ses emails professionnels, des centaines de messages urgents, de crises à gérer, de décisions à prendre. Puis, il regarda autour de lui. La vieille cuisine, les photos de famille, le carnet de sa mère posé sur la table. Avec des mains tremblantes, il écrivit un email à son directeur général. « Je démissionne immédiatement. Je renonce à tout, salaire, bonus, stock option. Je ne reviendrai pas. »
Il cliqua sur « Envoyer » avant de pouvoir réfléchir. Son cœur battait la chamade. Il venait de détruire 15 ans de carrière en une seconde. Il aurait dû se sentir terrifié. Au lieu de cela, pour la première fois depuis des années, il se sentit vivant. Les semaines suivantes furent les plus étranges de la vie de Thomas. Sans la structure rigide de son travail, sans les réunions, les deadlines et les objectifs chiffrés, il se sentait comme un navire sans boussole. Mais paradoxalement, cette dérive était exactement ce dont il avait besoin. Il se réveillait avec le soleil, sans réveil, prenait son café lentement, en regardant les collines, aidait Élise au jardin, réparait les volets avec les vieux outils de son père. Chaque geste était une méditation, chaque moment une redécouverte. La 6e adresse du carnet le mena chez une femme extraordinaire. Sœur Marguerite, une ancienne religieuse qui tenait maintenant un refuge pour sans-abri à Carpentras. Petite, ridée comme une vieille pomme, elle accueillit Thomas avec un sourire malicieux. « Claire m'a dit que tu viendrais un jour. Elle m'a dit « Mon fils cherchera le sens de la vie dans les chiffres. Apprends-lui à le trouver dans les regards. » Sœur Marguerite lui tendit un tablier. « Tu vas m'aider à servir le déjeuner. » Thomas passa la journée à servir des repas, à écouter des histoires, à regarder dans les yeux des hommes et des femmes que la société avait oubliés. Il y avait Pierre, ancien professeur tombé dans l'alcool après un divorce, Marie, une jeune femme échappée d'un foyer violent, Michel, vétéran traumatisé qui dormait dans sa voiture. Chacun avait une histoire. Chacun avait été quelqu'un. Et chacun portait en lui une dignité que la pauvreté n'avait pas effacée. « Tu vois, Thomas, dit sœur Marguerite en nettoyant les tables, toi et eux, vous n'êtes pas si différents. Eux ont perdu leur toit, toi tu avais perdu ton âme. Les deux cherchent un abri. La 6e leçon, c'est la compassion. Pas la pitié, attention. La compassion, c'est reconnaître l'humanité de l'autre, sa valeur intrinsèque, indépendamment de ce qu'il possède ou de ce qu'il fait. » Thomas rentra ce soir-là transformé. Il avait passé toute sa carrière à évaluer les gens selon leur valeur nette, leur productivité, leur utilité. Il n'avait jamais vraiment vu les êtres humains derrière les chiffres. Il restait une dernière adresse, une dernière leçon. Elle ne menait nulle part précisément, juste une instruction énigmatique. « Retourne au début. » Thomas resta perplexe pendant des jours. Retourner au début, qu'est-ce que cela signifiait ? Il relut toutes les leçons, la présence, le don, la gratitude, le travail authentique, l'acceptation, la compassion. 6 pièces d'un puzzle, mais il manquait la 7e. Un matin, il se réveilla avec une clarté soudaine. Il se dirigea vers l'atelier de son père. Là, sur l'établi, il trouva le tabouret qu'il avait fabriqué à 8 ans, celui de la photo. Son père l'avait conservé, réparé au fil des ans, comme un trésor. Thomas s'assit dessus. Il ferma les yeux. Et soudain, tout devint clair. Le début, c'était lui enfant, avant que le monde ne lui enseigne à mesurer son succès en argent et en statut. C'était lui, criant avec ses mains, riant avec son père, vivant dans l'instant présent sans penser au lendemain. Il ouvrit le carnet à la dernière page. Sa mère avait écrit « Leçon 7. Le bonheur est un retour à soi-même. À l'enfant que tu étais avant d'apprendre à avoir peur, à comparer, à juger. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un retour à la maison. » Thomas pleura, mais cette fois c'était des larmes de libération, pas de douleur. Il comprenait enfin. Toutes ces années, il avait couru vers un avenir illusoire, pensant que le bonheur était quelque part devant lui, dans le prochain objectif, la prochaine promotion, le prochain million. Mais le bonheur était là, maintenant, dans la simplicité de l'instant présent, dans le goût du café du matin, dans le sourire d'Élise, dans la sensation de la terre sous ses ongles, dans le chant des cigales, dans les souvenirs de son père, dans l'amour qui ne meurt jamais. Il sortit de l'atelier et trouva Élise qui suspendait le linge au soleil. Il la prit dans ses bras et la serra fort. « Je suis désolé, » murmura-t-il, « pour tout. »« Je sais, » répondit-elle en lui caressant les cheveux comme quand ils étaient enfants. « Maman savait aussi.
C'est pour ça qu'elle t'a laissé le carnet. Ce soir-là, ils dînèrent simplement. Tomates du jardin, pain frais, fromage local, vin de la région. Olivier vint les rejoindre et ils parlèrent jusqu'à tard dans la nuit, riant et pleurant, partageant des souvenirs d'Henri et de Claire. Et pour la première fois depuis l'enfance, Thomas se sentit complet. Non pas parce qu'il avait tout, mais parce qu'il avait suffisamment. Non pas parce qu'il avait réussi selon les standards du monde, mais parce qu'il avait réussi à revenir à lui-même. Le bonheur n'était pas une clé à trouver, c'était une porte à franchir. Et cette porte avait toujours été ouverte, attendant simplement qu'il arrête de courir pour la voir. 6 mois plus tard, Thomas se tenait dans l'atelier transformé. Les murs avaient été repeints, les fenêtres remplacées, mais l'âme du lieu restait intacte. L'odeur du bois frais se mêlait au parfum du café que préparait Élise dans la cuisine adjacente. Devant lui, 5 adolescents du village l'écoutaient attentivement. C'étaient des jeunes à décrochage scolaire, perdus en colère contre le monde. Thomas leur enseignait la menuiserie gratuitement, 3 fois par semaine. Mais ce qu'il leur transmettait allait bien au-delà du travail du bois. « Vous voyez, disait-il en tenant une planche de chêne, chaque pièce de bois a une histoire. Des années de pluie, de soleil, de vent. Notre travail n'est pas de la forcer à devenir quelque chose, mais de révéler ce qu'elle est déjà. » Lucas, 16 ans, le regard dur, leva la main. « C'est des conneries philosophiques, ça. On est là pour apprendre un métier, pas pour méditer. » Thomas sourit. Il reconnaissait cette défense, cette armure. Il l'avait portée pendant des années. « Tu as raison, Lucas. Faisons quelque chose de concret. Fabrique un objet, n'importe quoi, mais mets-y ton cœur. Pas pour le vendre, pas pour impressionner, juste pour toi. » Les semaines suivantes, Thomas observa les transformations silencieuses. Lucas créa un petit coffret pour sa mère. Chloé, la plus timide du groupe, sculpta un oiseau d'une délicatesse surprenante. Chaque jeune découvrait que ses mains pouvaient créer de la beauté et que cette beauté avait de la valeur indépendamment de son prix. L'atelier était devenu plus qu'un lieu d'apprentissage. C'était un sanctuaire où les jeunes apprenaient les 7 leçons sans même s'en rendre compte. Être présent, donner sans attendre, être reconnaissant, travailler avec authenticité, accepter ce qu'on ne peut changer, avoir de la compassion et surtout, revenir à soi-même. Un soir, alors que Thomas fermait l'atelier, Olivier apparut, appuyé sur sa canne. Le vieil homme avait encore vieilli, mais son regard était toujours aussi vif. « Henri serait fier, » dit-il simplement. Thomas sentit sa gorge se serrer. « J'ai mis tant de temps à comprendre. » C'est le temps qu'il fallait. Olivier s'assit sur le banc que Thomas avait restauré. « Tu sais quelle est la plus grande leçon ? Celle que personne ne peut enseigner, mais que chacun doit découvrir. » « Laquelle ? » Que le bonheur n'est pas égoïste. Le vrai bonheur, celui qui dure, c'est celui qu'on partage. Tu ne l'as pas trouvé quand tu as ouvert le carnet, tu l'as trouvé quand tu as commencé à transmettre. Thomas hocha la tête. C'était vrai. Depuis qu'il enseignait aux jeunes, depuis qu'il aidait au refuge de Sœur Marguerite les week-ends, depuis qu'il partageait les repas avec les voisins, il se sentait comblé d'une façon que l'argent n'avait jamais pu lui procurer. Sa vie avait radicalement changé. Il vivait maintenant dans la maison familiale avec Élise et sa nièce, Sophie, qu'il avait à peine connue avant. Il avait vendu son appartement parisien et investi l'argent dans l'atelier et dans une petite ferme bio qu'Élise voulait créer. Financièrement, il vivait avec 1/10 de ce qu'il gagnait avant, mais il était 100 fois plus riche. Les matins, il se réveillait avec la lumière naturelle, prenait son café en regardant les collines, puis partait travailler le bois. Les après-midi, il enseignait. Les soirées, il les passait en famille ou avec les amis du village. Les dimanches, il cuisinait pour le refuge. Sa vie était simple, prévisible, ordinaire. Et c'était exactement ce qu'il avait toujours cherché, sans le savoir. 1 an après la mort de son père, Thomas organisa une cérémonie spéciale. Tous ceux qui avaient connu Henri furent invités. Olivier, Madame Beaumont, Jean-Marc, Sœur Marguerite, les voisins, les jeunes de l'atelier. Sous le vieux figuier de la cour, là où son père aimait s'asseoir, Thomas planta un jeune olivier. « Mon père m'a donné une vie, » dit-il en tassant la terre autour de l'arbre. « Ma mère m'a montré comment la vivre.
Cet olivier grandira lentement, patiemment. Dans 50 ans, il donnera encore des fruits. C'est ça l'héritage qui compte. Pas l'argent, pas le statut, mais l'amour qu'on transmet, les leçons qu'on partage, les vies qu'on touche. Élie se tenait à côté de lui, les larmes coulant librement sur ses joues. Sophie, maintenant adolescente, tenait la main de son oncle. Les jeunes de l'atelier formaient un cercle protecteur autour de l'arbre. Ce soir-là, alors que les invités partaient un à un, Thomas resta seul sous les étoiles. Il tenait le carnet de sa mère contre son cœur. Il avait suivi les 7 leçons, rencontré les 7 personnes, appris les 7 vérités. Mais la plus grande révélation, c'était celle-ci. Le bonheur n'était pas une destination à atteindre, une formule à déchiffrer, un secret à percer. Le bonheur était dans chaque souffle, chaque geste, chaque instant vécu pleinement. C'était dans les mains cailleuses du travail manuel, dans le rire d'un enfant, dans le goût d'une tomate du jardin, dans le silence partagé avec un ami. Le bonheur, c'était être vivant, vraiment vivant. Thomas leva les yeux vers les étoiles. « Merci, papa. Merci, maman, » murmura-t-il. Et quelque part, dans le vent doux de Provence, dans le chant des cigales, dans la lumière de la lune sur les collines anciennes, il sentit leur réponse. Ils avaient toujours été là. Il avait juste fallu qu'il arrête de courir pour les entendre. Et voilà comment un homme qui avait tout perdu a finalement tout trouvé. Mais la vraie question est, combien de temps vas-tu attendre avant de comprendre ce que Thomas a mis des années à découvrir ? Dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus touché parmi ces 7 clés du bonheur, parce que ta réponse pourrait aider quelqu'un d'autre qui en a besoin aujourd'hui. Si cette histoire t'a ému, partage-la avec une personne qui court après le mauvais bonheur. Mets un like pour honorer la mémoire de tous ceux qui nous ont transmis ces vérités et abonne-toi parce que chaque semaine, je partage des histoires qui changent des vies. N'oublie pas, le bonheur t'attend exactement là où tu as arrêté de chercher.